Bonjour à tous et à toutes, c'est Freddydo78 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Les petits hommes verts. Beaucoup y croient pas, mais faut penser aussi qu'on n'est pas forcément seul sur Terre. Et nous allons parler d'une affaire en particulier. L'affaire Roswell est sans doute le cas en matière d'OVNI qui a le plus passionné le public et remporté ainsi un franc succès. Il se révèle être un marché énorme. En effet, des dizaines de livres ont été publiés sur le sujet et les télévisions du monde entier y ont consacré des heures de reportage. La ville de Roswell compte aujourd'hui 2 musées sur les extraterrestres et un merchandising énorme s'est créé autour du mythe des petits hommes verts. Étudier l'affaire Roswell est très délicat, car plusieurs versions existent. En plus, des nombreux calendriers ont été inventés autour de cette histoire, sans parler des affrontements entre croyants et sceptiques. En premier lieu, il faut revenir sur les événements eux-mêmes dans le but d'établir une chronologie logique. Ensuite, il convient de citer les témoignages des personnes qui ont participé de près ou de loin à l'affaire, ainsi que de s'intéresser à la fameuse vidéo de cette autopsie de l'extraterrestre. La troisième partie sera une explication des événements et de tout ce qui a suivi. Donc, on va commencer par savoir où se trouve déjà Roswell. On désigne par Roswell l'affaire, mais aussi le lieu des événements de juillet 1947, alors que le crash est censé s'être produit à côté de la ville de Corona au Nouveau-Mexique. Roswell est en fait le nom de la base militaire la plus proche. Que s'est-il passé? Tout commence le mercredi 2 juillet. William Brazel, dit Mac, propriétaire d'un ranch au Nouveau-Mexique, entend au cœur d'une nuit orageuse une grande explosion. Le lendemain, en promenant ses chèvres, il découvre un tas de débris éparpillés sur une grande zone. Surpris par l'aspect de ces débris, il en ramasse quelques-uns qu'il ramène à son ranch, les montrant à ses voisins et à sa famille. Le dimanche 6 juillet, il va avertir le shérif du comté de Chaves, alors je ne sais pas si je prononce bien, attention, donc George Wilcox, celui-ci avertit alors la base militaire de Roswell, le Roswell Army Air 5. Le lundi 7 juillet, 2 militaires se rendent sur les lieux du crash. Il s'agit du major Jess Marcel et du capitaine Sheridan Kavitz, qui inspectent les débris. Les 2 hommes ramènent quelques échantillons à la base. Le 8 juillet, le colonel Blanchard ordonne de boucler le périmètre du crash. Les débris sont ramassés et emmenés par camion à la base de Roswell, d'où ils seront transférés par avion aux bases militaires du Fort Worth et de Wright Field. Lors de cette journée, un deuxième site aurait été découvert par les archéologues qui auraient observé l'épave d'un vaisseau avec 4 corps humanoïdes. Ce site aurait été rapidement balisé par les forces militaires. Ce même juillet, l'armée publie par le porte-parole de la base, Walter Oates, un communiqué officiel annonçant qu'elle serait en possession de débris d'origine extraterrestre. Cette déclaration émane de William Blanchard, le commandant de la base de Roswell, et entraîne immédiatement une effervescence de toute la presse du pays qui se rue dans la région. Mais quelques heures après le premier communiqué, un second est diffusé sous l'ordre du brigadier général Roger Ramey, qui prend l'affaire en main. Ramey annonce que le colonel Blanchard s'est trompé et qu'après examen des débris, il s'agit non pas d'une soucoupe volante, mais des restes d'un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar. Ce communiqué satisfait la presse et l'incident de Roswell tombe dans l'oubli. C'est plus de 30 ans plus tard que l'affaire rebondit lorsque Charles Berlitz et l'ufologue William L. Moore, qui fait également appel aux recherches du physicien nucléaire Stanton Friedman, publient en 1980 un livre basé sur une enquête minutieuse réalisée à partir du milieu des années 70. Ils ont réussi à retrouver les témoins de l'époque et ont reconstitué une histoire où il serait question d'une soucoupe volante et d'extraterrestres et non pas de ballons météo. Ce livre est un succès et contribue largement à répandre la rumeur selon laquelle l'armée américaine occulterait les événements de Roswell, notamment le fait qu'une soucoupe volante se serait bien écrasée. En 1994, une antenne de congrès américain, le General Accounting Office, demande aux militaires une enquête officielle sur l'affaire Roswell. Le colonel Richard Weaver rend un rapport qui désigne les débris comme ceux d'un ballon du projet classé top secret Mogul. Ce projet, élaboré pendant la guerre froide, devait servir au réparage d'une éventuelle activité nucléaire de la part des militaires soviétiques.
Le système était constitué de ballons qui portaient des réflecteurs radars et des détecteurs acoustiques, le tout étant lancé à très haute altitude. Mais cependant, l'affaire n'en reste pas là, car en mai 1995, le producteur Ray Santilli affirme posséder une preuve visuelle d'un crash extraterrestre en 1947. C'est un film de l'autopsie d'un des corps récupérés après le crash. Suite à la diffusion de ce film, une partie de l'opinion publique en vient à croire à un complot militaire pour taire la vérité. Un nouveau rebondissement a cependant lieu, le film est un faux, et la thèse des petits hommes verts tombe à l'eau, car les ufologues sont tournés en dérision par le canular. Officiellement, c'est donc la thèse du ballon top secret qui prévaut. Donc parlons des témoignages. Beaucoup de témoins furent entendus, ou encore cités par les auteurs de nombreux ouvrages sur l'extraterrestre de Roswell. D'après les livres, on peut constater que de nombreux récits de témoins se recoupent et convergent dans le même sens, comme on va le voir. Le premier témoin d'importance est William Brazel, qui a trouvé les débris et par lequel tout a commencé. Il est dit que Brazel aurait été conduit par l'armée à la base de Roswell dans le but de le convaincre de modifier son témoignage à propos des débris, afin que celui-ci concorde enfin avec l'histoire du ballon. Auparavant, William Brazel avait raconté dans le journal de Roswell que les débris ressemblaient à du papier aluminium que l'on pouvait écraser, mais qui reprenait toujours sa forme initiale. Selon lui, il était impossible de découper ce matériau. Loretta Proctor, c'est la voisine de Brazel. Elle fut parmi les premières personnes à voir les débris. Elle part d'un morceau qui ressemblait à du bronze ou du plastique, de couleur marron clair. La pièce était légère comme du bois de balsa. Elle faisait 10 cm de long et juste un peu plus large qu'un stylo. Elle mentionne aussi des sortes de hiéroglyphes et une sorte de bande adhésive sur les morceaux. Betsy Brazel, la fille de William Brazel, elle parle aussi de la ressemblance avec l'aluminium ainsi que du ruban adhésif. Elle déclare que les pièces avaient une largeur de la taille d'un ballon de basket et qu'elles ne pouvaient être tordues. Bill Brazel, le fils de William Brazel, lui cite également la ressemblance avec le papier aluminium et son extrême solidité. Il évoque aussi la ressemblance avec le bois de balsa. Glenn Dennis est employé de l'entreprise des pompes funèbres de la ville au moment des événements. Alors qu'il se rendait à l'hôpital de la base militaire, il aperçut les débris dans une ambulance. Il parle d'acier inoxydable et de signes évoquant des hiéroglyphes. Il affirme avoir été contacté par les militaires qui voulaient savoir comment conserver des corps très abîmés. Glenn Dennis cite aussi une infirmière qui aurait pratiqué un examen des corps et qui lui en aurait donné la description. Cette infirmière n'a jamais été retrouvée et Glenn Dennis refusa de donner son identité pour la protéger. Jess Marcel, major à la base de Roswell, fut l'un des premiers militaires à voir les débris et était convaincu que ce n'étaient pas les débris d'un ballon. Jess Marcel est mort en 86. Il a cité des baguettes en I ainsi que des hiéroglyphes. Sheridan Kavitz, capitaine à la base de Roswell, qui accompagnait Jess Marcel. Il est convaincu depuis le début qu'il s'agit d'un ballon météorologique et cite aussi des feuilles d'aluminium ainsi que des baguettes en I. Parlons de l'autopsie maintenant, qui est très connue. Je vous mets pas la vidéo, mais je vous mets des images. L'origine de ce film remonte en 92. Le producteur Ray Santilli s'était rendu à Cleveland pour acheter des bobines d'un film sur la première apparition d'Elvis Presley en 1955. Le vendeur de bobines s'appelait Jack Barnett, ancien caméraman de l'armée. D'après Santilli, il lui proposa une autre bobine où l'on pouvait voir l'autopsie d'un extraterrestre. Ce film a été diffusé pour la première fois le 5 mai 1995 au Museum of London, où une centaine de personnes étaient présentes, des représentants des médias ainsi que des ufologues, en résumé des acheteurs potentiels. C'est un document de 17 minutes en noir et blanc dont la qualité est plus médiocre. Dans ce film, on voit 2 médecins portant des masques et un caméraman dans la salle où l'on pratique l'autopsie d'un corps humanoïde dont la taille avoisine les 1,20 m. La tête et le ventre sont disproportionnés, le sexe est indéfini. Mis à part une plaie à la jambe, aucune autre blessure n'est visible. Le cadavre aurait été récupéré dans l'épave de l'engin qui se serait écrasé à Roswell en 1947. Ce film a fait le tour du monde et les chaînes de télévision de plus de 25 pays ont acheté les droits de diffusion à prix d'or.
Ce film aurait rapporté plus de 25 millions de dollars au producteur Ray Santilli. La projection de ce film s'accompagnait des débats où l'on discutait de son authenticité. Débats au cours desquels, à la surprise générale, c'étaient les vrais experts en ovni qui émettaient des doutes au sujet du document. En effet, aucun visage n'a été identifié sur cette vidéo. Même la personne se trouvant à l'extérieur de la salle d'autopsie porte un masque. Pour quelle raison? Maintenant, il faut savoir qu'on parle beaucoup de supercherie par rapport à cette affaire. Donc nous allons parler des supercheries. Commençons par le crash. L'affaire Roswell repose sur le double communiqué de l'armée. En effet, si le second message avait été le seul publié, jamais cette histoire n'aurait dépassé la région de Roswell et l'encre n'aurait pas ainsi coulé à fond. Dès le début, c'est le scepticisme qui aurait dû s'appliquer. En 1947, les bandes dessinées de science-fiction ont remporté un large succès et de nombreuses personnes avaient cru voir des soucoupes volantes. Avant Roswell, la dernière observation retentissante remontait à peine au 24 juin. Un homme d'affaires américain, Kenneth Arnold, avait cru voir des ovnis alors qu'il volait à bord de son avion privé. Il s'agissait selon lui d'objets volants de forme arrondie, en formation et qui réfléchissaient la lumière du soleil. Après l'enquête, on découvrit qu'il ne s'agissait que de prototypes américains appelés crêpes volantes. En imaginant que l'un de ces prototypes se soit écrasé et ait été découvert par un fermier, on aurait eu alors de fortes chances d'obtenir le même genre d'histoire que celle de Roswell 2 semaines après. De plus, l'immense majorité des cas d'observation d'OVNI reposaient sur des témoignages et non pas sur des preuves matérielles. Roswell ne déroge pas à la règle. Il ne faut pas chercher bien loin pour découvrir les premières aberrations dans cette affaire puisque la chronologie des événements montre tout simplement que les premiers témoins commencèrent à parler à la fin des années 70, soit près de 30 ans après. Pourquoi un tel silence de 30 ans et surtout pourquoi attendre l'intervention des journalistes et des ufologues pour tout raconter? S'il s'était vraiment agi des ovnis, et si le gouvernement avait voulu étouffer l'affaire, cela aurait tout de même fini par éclater quelques temps après. Non, au lieu de cela, les témoins sont restés silencieux pendant 30 ans, durant lesquels ils ont pu oublier des détails, en rajouter et surtout s'échanger des informations. On a ainsi, aujourd'hui, un grand nombre de témoins, mais beaucoup tiennent leurs informations de seconde main. En plus, parmi tous ceux qui affirment avoir eu des débris en leur possession, plus aucun n'en possède aujourd'hui, avançant tout simplement que l'armée les ait repris ou qu'ils ont disparu. Et c'est là le plus gênant, car il n'existe pas le moindre fragment de preuve matérielle pour étayer tous ces témoignages. Excusez-moi, j'ai loqué. Et si les premiers témoins, Jess Marcel, Sheridan Cavitt et William Brazel, font des brèves descriptions, je vais y arriver, des débris, on remarque que plus les témoins se trouvent éloignés du cours des faits, plus il devient précis dans son témoignage, ce qui est un comble. Un autre fait amusant est de constater que les témoins décrivent des éléments très solides dont l'apparence évoque du bois, de l'aluminium, du nylon ou encore des bandes adhésives. Cela fait plus penser à un cerf-volant qu'à un vaisseau spatial, qui a dû parcourir des milliards de kilomètres à des vitesses folles et supporter les chocs de l'entrée dans l'atmosphère. On peut aussi citer les témoignages très divergents en ce qui concerne la zone du crash et ses dimensions. Que les hommes aient une vision différente des distances est peut-être acceptable. Seulement, dans de telles proportions, c'est impensable. Pour terminer, il convient de dire aussi que beaucoup de témoins actuels parlent au nom de vrais témoins, décédés depuis, comme c'est le cas pour le major Jess Marcel. On peut aussi douter de la crédibilité du témoignage d'une femme qui n'avait que 12 ans lors des faits. Maintenant, nous allons parler de la supercherie de l'autopsie. Il est pratiquement acquis aujourd'hui que c'est un faux, et on va en voir les différentes raisons. Donc déjà, dès le début, les ufologues, les personnes les plus disposées à la croire, furent les plus sceptiques et les plus réticents vis-à-vis de ce document vidéo. Jack Barnett, l'homme qui aurait filmé l'autopsie en 1947, a vendu le film en 1992 à Ray Santilli, qui est mort en 1967, d'où un gros problème de crédibilité. Ensuite, personne n'a jamais vu les bobines originales du film, ce ne sont que des copies sur cassette qui ont circulé. Néanmoins, un échantillon de la bobine originale a été confié à la société Kodak pour analyse.
Le fragment daterait bien de 1947. Hélas, ce fragment ne montre aucune image et a pu être prélevé sur n'importe quel autre film de 1947. Le producteur Ray Santilli ne répondit même pas aux demandes réitérées pour obtenir un échantillon avec une image complète. Le film et la manière dont se déroule l'autopsie sont aussi très bizarres. Selon d'anciens caméramans professionnels, rien ne correspond aux standards d'époque en matière de films d'autopsie. D'abord, le film est en noir et blanc, alors que la couleur était déjà utilisée à l'époque. Durant l'autopsie, le caméraman se déplace alors que dans les procédures officielles, il y avait 2 caméras fixes. De plus, on note l'absence du photographe qui prenait toujours des clichés pendant que le film se tournait. La qualité du film est vraiment déroutante, comme si le souci était de ne pas trop en montrer, le comble pour une autopsie. Le chirurgien Joseph Bauer de Cleveland a étudié le film et publié un article à son sujet dans lequel il précise que les 2 ciseaux du chirurgien ne doivent jamais être tenus par le pouce et l'index, comme c'est le cas dans le film. Que lors d'une dissection, on doit éponger et irriguer les tissus, ce dont il n'est pas question dans la vidéo. Bref, ce n'est pas une autopsie, mais une boucherie qui aurait détruit tous les organes et empêché d'en savoir plus. Nous allons parler maintenant de l'extraterrestre. Donc les témoins parlent d'un corps mince, de mains avec 4 doigts et des ventouses d'absence, de lobes aux oreilles et d'yeux légèrement bridés. Dans le film de l'autopsie, on constate que le corps du prétendu extraterrestre est gros, que sa main porte 6 doigts, qu'il a des lobes et oreilles et que ses yeux sont noirs et non bridés. Il y a trop de grandes différences entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur du cadavre. L'extérieur est complètement humanoïde, même les os sont visibles dans leurs blessures. Alors que l'intérieur présente un caractère complètement étranger. Aucun organe ressemble à ceux d'un corps humain. Et même si toute confirmation était inutile, les spécialistes en effets spéciaux pour le cinéma signalent que ce corps est un mannequin, car sa position n'est pas celle d'un homme allongé sur une table. Le mannequin aurait été conçu pour être mis en position debout. Un dernier argument, mais de poids, le vaisseau a été brisé en milliers de morceaux malgré la solidité de ses composants. Si l'être de la vidéo avait été à son bord, comment se fait-il qu'il n'ait eu qu'une légère blessure à la jambe? Blessure qui n'aurait d'ailleurs pu entraîner son décès, bien évidemment. Il faut savoir qu'il y a eu également une deuxième autopsie. Elle a été visionnée par quelques personnes, mais n'a jamais été présentée au grand public. Cette vidéo présente une autopsie réalisée dans l'urgence sous une tente très mal éclairée. La créature sur la table n'est pas la même que celle de la première autopsie. Les médecins ne portent aucune protection, mais leurs visages ne sont toujours pas identifiés. Lors de la première diffusion de cette vidéo, on pouvait lire dans le coin inférieur droit l'incrustation suivante. Restricted Access, A01 classification, Subject 1 of 2, Julie 30, 1947. Cette incrustation a disparu dans les projections suivantes après que sa crédibilité a été mise en cause. Le code Restricted Access n'existe pas dans la classification militaire américaine. Le code A01 classification est lui aussi inconnu dans la classification militaire américaine. Le format de la date ne correspond pas à celui utilisé par l'américaine. En effet, cette dernière utilise le format jour, mois, année. La date aurait été donc dû apparaître sous la forme de 30 juillet 1947. Une séquence de cette deuxième autopsie montre des débris de l'OVNI sous une tente. Les débris ne correspondent pas aux témoignages de l'époque, en particulier les morceaux avec des empreintes de main. L'un des débris longuement montrés dans la vidéo ressemble aux débris décrits par les témoins, par exemple Jess Marcel. Mais s'il lui ressemble quant à la forme, ce n'est le cas ni pour les dimensions, ni pour les figures qui apparaissent à sa surface. En conclusion, pour résumer, l'affaire Roswell fut un formidable battage médiatique pour rien. Mais si aujourd'hui, on est certain que le film d'autopsie est un faux, et qui n'a été que le fruit d'un producteur opportuniste abusant de la naïveté des gens et de leur grand intérêt pour les petits hommes verts, que penser du crash de Roswell en lui-même? Des témoignages bizarres surgissent 30 ans après les faits et absolument aucune preuve matérielle. Le plus fort, c'est que sans les contradictions de l'armée dans ses communiqués, jamais personne n'aurait porté le moindre intérêt au crash de Roswell. Voilà pourquoi aujourd'hui la théorie du ballon
est la plus probable, malgré un doute qui subsiste, et subsistera encore longtemps, car les gens croient forcément aux ovnis. Il faut savoir qu'il y a 85% des Américains qui sont convaincus qu'il s'est passé quelque chose à Roswell. À vous de faire votre avis maintenant. Extraterrestre, pas extraterrestre, il y a sûrement une autre vie ailleurs, nous n'en savons rien exactement. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois et on se retrouvera pour un nouveau dossier de monde paranormal. Merci à tous de m'avoir suivi. Au revoir.